Merci François-Noël Buffet de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Vous êtes sénateur Les Républicains du Rhône, président de la commission des lois du Sénat et vous avez donc remis hier les conclusions de votre mission sur les émeutes. On va longuement en parler. Mais d'abord, l'actualité, on l'a vu, cette attaque au couteau qui a eu lieu hier soir un peu avant 20h sur les quais de Bordeaux. Alors que le plan Vigipirate est à un niveau très élevé, on est à 100 jours des Jeux Olympiques. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour notre sécurité ? Je crois qu'il faut s'inquiéter d'une façon générale pour notre sécurité et déplorer ce climat de violence qui est quasi permanent. Il n'y a pas un jour dans l'actualité où quelqu'un n'est pas agressé, où un crime n'est pas commis, parce que pénalement c'est un crime. Des jeunes en sortant du lycée, des personnes qui se promènent dans la rue agressées comme hier, dans des conditions qui restent à déterminer, mais qui manifestement commencent à être à peu près connues, ce qui fait que ça crée un climat absolument abominable. On est dans un moment de violence mais qui existe déjà depuis plusieurs années, mais qui, je trouve, se dégrade de plus en plus. Alors bien sûr, une fois qu'on a fait le constat, c'est assez facile à faire. En revanche, la question, c'est la réponse à apporter. C'est d'abord évidemment une réponse de vigilance, malheureusement, mais c'est une réponse de fermeté dans les sanctions qui devront être prises à l'égard de ceux qui commettent ces affaires-là. Et puis, elles ne sont pas assez fermes aujourd'hui, les sanctions ? Elles sont assez fermes, mais ce que je trouve de plus en plus difficile, c'est qu'on s'habitue à ce climat de violence. Mais parce que tout est violent, finalement, dans la vie. Depuis ce matin, je regarde votre présentation, enfin, il n'y a rien d'agréable, rien de doux, rien de sympathique, alors qu'il existe bien sûr des moments beaucoup plus agréables que cela. Mais on a l'impression que les Français vivent, enfin, nous vivons, on fait partie, dans un moment d'hyper-stress, finalement, de grandes tensions. Alors c'est vrai que beaucoup de sujets amènent de la tension, la situation internationale, la situation économique, la situation sociale, les violences physiques, les actes criminels. Donc il faut essayer de retrouver les voies de l'apaisement. Et les voies de l'apaisement, c'est le respect de l'autorité, on en parlera sans doute, dans le cadre du rapport sur les émeutes, c'est le respect de la parole publique, c'est l'apaisement de la parole publique aussi, je crois, elle est nécessaire. Et puis c'est un travail de fond sur l'état d'esprit des gens d'une façon générale. On reverra aussi le rôle des réseaux sociaux. Oui, on va en parler dans votre rapport. J'ai rien contre les réseaux sociaux, mais la diffusion de l'information, de scènes de violence, y compris pour les plus jeunes d'entre nous, contribue à alimenter l'idée que la vie, c'est un rapport de force en permanence, et un rapport de violence. Donc oui, c'est très préoccupant, et je crois qu'il faut qu'on soit évidemment très ferme, mais qu'on trouve un panel de solutions. En réalité, il n'y a pas une solution, il y en a sans doute plusieurs. Sur les Jeux Olympiques, le Sénat a donc remis son rapport hier sur la sécurisation de ces Jeux Olympiques. Parmi les moments à risque, il y a évidemment la cérémonie d'ouverture. Est-ce que Gérald Darmanin a raison de la maintenir sur la scène ? Écoutez, je crois que pour l'instant, les services de police, en tous les cas, le ministère de l'Intérieur, avec le préfet, qui ont la responsabilité de la sécurité de cette manifestation, font le travail. Il faut accepter, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ils font le travail, les services sont mobilisés. C'est une cérémonie ambitieuse qui, évidemment, si tout se passe bien, c'est ce qu'on souhaite, sera absolument fantastique pour le pays, pour la France, pour plein de choses. Mais elle est ambitieuse. Et qui dit ambition, dit augmentation des risques, dit nécessité de se préparer. Le rapport qui a été fait par la Commission des lois et singulièrement par Agnès Canaillet et Madame Marie-Pierre de la Gontrie montre à l'évidence que la loi votée en mai 2023 est appliquée au sens où on se prépare aux mesures, on met en place les mesures qui avaient été votées à l'époque. Nous sommes à peu près à jour, donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter plus que cela. Mais il faut être vigilant. Je veux dire, c'est pas parce qu'on fait le travail, on le prépare correctement, qu'il ne faut pas rester vigilant. Le risque zéro n'existe pas, ne racontons pas d'histoire à qui que ce soit, mais tout est mis en œuvre pour que ça se passe bien. Alors faut-il la maintenir à ce stade ? Bien sûr qu'il faut la maintenir. Il n'y a pas de raison de céder. Ça donnerait encore le sentiment que l'on cède. Et je pense que ceux qui nous veulent du mal, dans la circonstance, doivent savoir qu'on ne cédera pas. Après, s'il arrivait un événement exceptionnel qui soit de nature à éventuellement remettre en cause ou faire porter des risques qu'on n'est pas capable de maîtriser, en tous les cas, si ce n'est totalement, très majoritairement, il faudra sans doute adapter le dispositif, mais nous n'en sommes pas là. L'autre sujet, on l'a vu dans le journal, c'est cette audition de Gérald Darmanin hier par la commission d'enquête sénatoriale sur le narcotrafic, le ministre de l'Intérieur qui a dit que la drogue était la plus grande menace sécuritaire que notre pays connaît et va connaître. Vous partagez ce constat ? Absolument. C'est vraiment le fléau du moment. Ça tue, ça a été rappelé par le ministre,
Mais ce que l'on constate, c'est que ça n'est plus simplement dans certains secteurs, c'est de partout sur le territoire, y compris dans le plus petit village de France, aussi merveilleux soit-il, où on a la possibilité de se fournir de la drogue. Alors au-delà de se fournir de la drogue, il y a différentes natures de drogue, mais ça reste de la drogue. Et on est envahi. On est envahi. Donc, comme les marchés américains, pour faire très simple, sont saturés, évidemment, les trafiquants viennent sur l'Europe. Nous avons des quantités importantes qui rentrent sur le territoire européen, bien évidemment. Les douanes travaillent, font un gros travail, mais ça n'empêche que la présence sur le territoire est importante, le fléau est important, le danger est évidemment fondamental, les services sont mobilisés, mais nous avons un combat difficile et il a raison, enfin le ministre a raison, l'État a raison et la République a raison de se défendre. Il faut être intraitable, sans compter que vous pouvez avoir des conséquences autres qui sont simplement celles de consommer de la drogue, mais c'est aussi un moyen d'assouvir un certain nombre de personnes, et singulièrement des élus ou des services, et de rendre des États, ou de faire de certains États des États de narcotrafic, c'est clair. Pour lutter, notamment, le gouvernement a mis en place des opérations Place Net XXL. Oui. Il y en a eu notamment chez vous. Il y a près d'une centaine de personnes qui ont été incarcérées en 3 semaines. C'est ce qu'a dit Éric Dupond-Moretti devant le Sénat. Elles ont été efficaces, ces opérations, pour vous? Elles sont efficaces. Elles sont nécessaires de toute façon, parce qu'il faut bien montrer aux délinquants et à ces voyous qu'on ne les laissera pas faire et qu'on va aller au bout. Donc il faut le faire. Mais c'est comme tout, hein, c'est un tout. La politique la lutte contre le trafic de drogue, c'est un tout. Il faut aller le plus haut possible dans la chaîne, dans la hiérarchie pour attraper ce qu'on appelle vulgairement les gros bonnets, qui souvent ne sont pas sur le territoire national, mais à l'étranger. C'est ce qu'a dit Gérald Darmanin hier, 90% des 50 plus gros caïds sont français, mais pas en France. Ils ne sont pas situés à l'étranger, donc c'est la coopération internationale qui joue, c'est le travail des services de renseignement entre eux, c'est la collaboration entre les États. C'est une guerre à mener. C'est une vraie guerre. Donc il faut agir sur le terrain parce que c'est le quotidien des gens et il faut sauver le maximum de gens de cette saleté, c'est clair. Donc les mesures engagées par le ministre sont utiles. Est-ce qu'elles ont une portée, une efficacité suffisante? On peut toujours douter, mais n'empêche que c'est toujours ça de moins sur le marché. Un dernier mot au président de la commission des lois, puisque lors de leurs travaux, les sénateurs de cette commission d'enquête ont auditionné des magistrats marseillais qui ont dit que la bataille contre le trafic de drogue était en passe d'être perdue. Ils auraient été recadrés par Éric Dupond-Moretti. Une attitude à porter atteinte à la séparation des pouvoirs. C'est ce que dit le Conseil supérieur de la magistrature. Vous êtes d'accord? On ne va pas rentrer dans les polémiques. Les magistrats sous serment ont dit ce qu'ils avaient à dire devant la commission d'enquête. Je rappelle qu'ils ont prêté serment de dire la vérité et toute la vérité. C'est leur sentiment, ils l'ont donné. Et on peut penser qu'ils sont très proches de la vérité. Mais il ne faut pas... Et le ministre a cru bon de réagir immédiatement. Mais il a eu tort. Je pense qu'il pouvait le faire différemment. Et simplement avoir une discussion très simple. Il pouvait le faire différemment, il pouvait ne pas le faire. Non, mais il faut faire attention parce que le ministre de la Justice n'a de pouvoir hiérarchique qu'à l'égard du procureur de la République et pas des magistrats du siège. Et c'est en ça que le Conseil supérieur de la magistrature a réagi. Enfin, j'imagine bien que c'est ça. Mais oui, il faut être prudent dans la manière de faire. Il n'empêche que sur le fond, les magistrats font le travail qu'ils peuvent. C'est difficile, les moyens sont mobilisés. Je trouve que le sujet est suffisamment important pour pas qu'on rentre dans des polémiques un peu stériles. L'enjeu, ce sera la proposition de la commission d'enquête et le fait que si le ministre de la Justice a des choses à dire, il peut les dire, j'allais dire à bas bruit. L'actualité du Sénat, elle était dense hier. Et vous aussi, vous avez remis votre rapport sur les conclusions de votre mission sur les émeutes qui ont eu lieu dans le pays en juillet dernier. Alors pourquoi ont-elles eu lieu? Les réponses du gouvernement ont-elles été les bonnes? Et quelles sont vos propositions? On voit ça avec notre journaliste parlementaire, Mathias Araez. Bonjour Mathias. Bonjour Ariane, bonjour Monsieur Buffet. Bonjour. Et Mathias, le président François-Noël Buffet a donc remis hier son rapport sur les émeutes de l'été 2023. Et oui, un rapport rendant les conclusions de la commission d'enquête sur les émeutes survenues à compter du 27 juin 2023. Alors pour entrer dans le vif, la commission a auditionné donc pendant de longs mois, 80 auditions au total, des maires, des sociologues, la police, la justice, des acteurs du monde culturel pour avoir une meilleure compréhension des faits. Alors ce qu'il en ressort, c'est que ces émeutes ont été vécues en 2 temps. Une première phase, c'est votre analyse qualifiée d'émotionnelle, concentrée dans les banlieues des grandes métropoles. Une phase de quelques jours directement liée à la mort du jeune Naël, une période avec une importante charge politique, puis une deuxième phase dès la nuit du 30 juin au 1er juillet que vous qualifiez cette fois
d'insurrectionnel étendu à l'ensemble du territoire national et que vous décrivez de la manière suivante, un déchaînement aveugle de violences opportunistes. Cette phase a un bilan chiffré des actes de violence constatés dans 672 communes, 1 milliard d'euros de dégradation, 50 000 émeutiers estimés et 45 000 forces de l'ordre déployées en l'espace de quelques nuits. C'est un funeste bilan que vous faites. Il est supérieur à celui des émeutes. 45 000. C'est un funeste bilan que vous faites. Il est supérieur à celui des émeutes de 2005 ? Ah oui, il est supérieur à plusieurs titres d'ailleurs. Autant les émeutes de 2005 étaient circonscrites sur un même territoire, elles ne se sont pas étendues sur le territoire national. Par ailleurs, l'état d'urgence à l'époque avait été décrété. Là, la situation n'est pas la même. On a un événement massif qui se déploie sur l'ensemble du territoire national et l'état d'urgence, en revanche, n'a pas été décrété. Avec la conviction que c'est d'abord l'opportunité qui a été là, d'abord l'événement majeur qui est la mort du jeune Naël Merzouk, qui émotionnellement crée tout de suite des réactions en Nanterre, Île-de-France, et puis quelques jours plus tard, ça bascule complètement sur le territoire national et ça devient une forme d'opportunisme de violence. Alors cet opportunisme de violence, il n'est pas au départ organisé, il n'est pas structuré. En revanche, il va s'organiser, il va se structurer grâce aux réseaux sociaux, grâce aux téléphones portables qui ont permis cela, mais il n'est pas structuré. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas d'action politique préparée à l'avance au niveau national. On aurait pu imaginer que des mouvements ultra-gauche, ultra-droite ou séparatistes soient à la manœuvre. Ce n'est pas le cas. Ça a été vérifié, ce n'est pas le cas. En revanche, la volonté de contester l'autorité, en réalité, est bien là. Le nombre de communes qui ont été d'abord le lieu de ces violences ou qui ont subi des dégradations, que ce soit la mairie elle-même, la bibliothèque, le centre social, la crèche ou le commissariat de police pour l'État ou d'autres endroits qui s'abusent d'État, les préfectures et autres, ça c'est le signe que les gens, les émeutiers ont été en lutte contre l'autorité. Ils voulaient marquer cela. Ça c'est une vraie question de fond. Et surtout, pardon, mais il y a une cartographie spécifique pour ces émeutes, c'est-à-dire elles n'ont pas touché que les quartiers sensibles, Absolument. Que les quartiers difficiles. Ça c'est le point supplémentaire, c'est qu'effectivement, elles ne se sont pas limitées à certains quartiers dits sensibles, en QPV ou autres. Ça a été partout, y compris d'ailleurs, c'est quasiment 40% des communes qui ont été concernées ont moins de 20 000 habitants. Donc ce sont de petits territoires, où des gens en difficulté pour certains, d'autres pas du tout, ou par opportunisme pur, parce que vous avez pratiquement plus de 30% des émeutiers qui sont des mineurs. Et dans ces 30% des émeutiers mineurs, 60% sont des primo-délinquants. Ils n'ont jamais commis d'infraction. Donc, mais simplement, ils ont vu sur l'écran du téléphone que dans la commune d'à côté ou dans le quartier d'à côté, il y a un de leurs copains, ou pas d'ailleurs, souvent pas, qui a mis le feu et ça devient une sorte un jeu, un peu, ça devient ludique. Et il dit, je vais faire pareil. Et ça part comme ça. Avec derrière des phénomènes d'opportunisme sur les commerces, où les commerces plutôt de luxe, disons les choses telles qu'elles sont, ont été vandalisés. Mais pas seulement, vous avez aussi des commerces alimentaires, ou des commerces sur les produits de première nécessité, où on a vu des mères de famille aller faire le plein. Donc on a de l'opportunisme pur là-dedans. Mais c'est quand même un niveau de violence méconnu jusqu'à maintenant dans ce type d'événements. Avec des forces de l'ordre qui ont été mis à rude épreuve. Et quand je dis à rude épreuve, c'est quand vous utilisez, je parle des émeutiers, des mortiers d'artifice qu'on utilise pour le 14 juillet, ça fait de belles gerbes, c'est magnifique, mais quand vous les utilisez comme une arme par destination avec ce qu'on appelle des tirs tendus, c'est-à-dire en visant les policiers, vous avez entre les mains quelque chose qui peut tuer, blesser à coup sûr, tuer probablement. Et là, on change de sujet. Et le constat a été effectivement que des stocks importants de mortiers avaient été constitués. Certains disent oui, c'était en prévision du 14 juillet, dont acte. Il n'empêche qu'ils ont été utilisés cette fois-ci et avec l'objectif de tuer. Et des policiers qui pouvaient être blessés, un climat de violence très fort, jamais égalé, à tel point que certains nous ont évoqué un climat insurrectionnel. Un climat insurrectionnel. Donc en France, sur le territoire national, avec pour certains des inquiétudes quant à la capacité de pouvoir défendre son commissariat de police national ou municipal, son matériel, ses dispositions. Donc ça, quand même, c'est très différent de ce qu'on avait connu en 2005.
Que faut-il dire d'autre dans le constat, à tout le moins? Sauf parce que, oui, parce qu'après, on va voir les propositions. Les propositions, mais dans les constats, c'est quand même de l'ultra-violence, de l'opportunisme, de l'ultra-violence, un aspect ludique et un outil majeur qui aura été le téléphone portable pour organiser une coordination qui n'était pas prévue au départ entre les émeutiers, des groupes ne se connaissant pas, intervenant à des distances suffisamment grandes pour qu'ils ne se connaissent pas, qui se sont relayés, rejoints grâce au téléphone portable et qui ont placé parfois les forces de police en grande difficulté. Sur les propositions, Mathias, quelles recommandations fait le rapport? Alors, 6 points ont été développés. 1, moderniser les moyens de rétablissement et de maintien de l'ordre public en contexte émeutier. Entendez établir une doctrine réutilisable s'il devait y avoir de nouvelles émeutes. 2, l'utilisation détournée des mortiers d'artifice, c'est un point important. Là, vous préconisez de se rapprocher du modèle espagnol qui interdit la vente en ligne ou par voie postale. 3e point, une réponse policière et pénale à la hauteur de la réalité protéiforme des réseaux sociaux, on vient de l'évoquer. 4e point, vous voulez développer le rôle des polices municipales qui ont des niveaux d'équipement très inégaux selon les territoires et qui peuvent ou non suppléer la police nationale dans certains cas. Par ailleurs, vous recommandez également que les élus locaux soient mieux associés au suivi des opérations qui se déroulent sur leur commune. Et enfin, améliorer le traitement judiciaire des émeutiers, donc une meilleure organisation de la justice et plus d'outils aux magistrats, notamment à l'égard des mineurs. On le voit, M. Buffet, ces travaux et ces recommandations, elles touchent à plusieurs domaines. Quel est le risque si rien n'est fait de la part de l'exécutif ou du législateur? Si rien n'est fait, le risque, c'est que dans un mouvement émeutier qui se reproduirait, on retrouverait les mêmes difficultés, à savoir la capacité de nos forces de police nationales et municipales de travailler ensemble. Certains secteurs où la police municipale est peu présente ou mal équipée, ou pas équipée du tout d'ailleurs, devront être secourus en premier. L'intervention de police municipale dans des conditions d'émeute qui n'est pas a priori son métier, quand bien même il soit parfaitement équipé, c'est ça qu'on risque de retrouver. Mais juste sur les polices municipales, parce que quand le gouvernement a, lui, rendu ses propositions sur les émeutes, c'était fin octobre. L'une des propositions de Gérald Darmanin, à ce moment-là, c'était d'accroître le rôle des polices municipales. On en est où depuis? Mais, pour l'instant, rien. Mais j'ai entendu que la semaine dernière, le ministre de l'Intérieur ainsi que le ministre de la Justice voulaient ouvrir ces travaux-là. C'est un sujet de fond. D'abord, la police municipale, il faut rappeler, elle est à la main du maire. Et c'est le maire qui décide de son emploi ou de ne pas son emploi. En la circonstance, par exemple, certains maires n'ont pas utilisé leur police municipale. Je pense en particulier au maire de Lyon, qui a dit à ses policiers municipaux, vous restez chez vous, bougez pas. Pour des questions politiques, idéologiques. Oui, probablement. Mais c'est pour simplement dire que c'est à la main du maire. D'autres communes, comme à Évry, par exemple, la police municipale est intervenue. Elle a aidé la police nationale et ça s'est très bien passé. Donc, si vous voulez, il y a une telle diversité d'équipements de la police municipale, y compris de formation par rapport à la police nationale, qu'on ne peut pas dire on va tous les faire travailler ensemble comme ça sans rien faire. Ça se prépare. Donc pour des situations émeutières telles qu'on a connues, il n'est pas inutile qu'on ait une formation commune, une préparation commune, une coordination commune, ce que vous avez parfaitement dit, une doctrine d'emploi commune. Ça, c'est absolument nécessaire. Ça n'existe pas, c'est insuffisant, il faut le faire. Il y a la question de l'équipement et des matériels qu'il faut être en capacité d'avoir à disposition pour pouvoir réagir. Ça, c'est essentiel. Les polices municipales, une fois de plus, ne sont pas équipées de la même manière. Et l'entraînement des policiers municipaux est certes important, mais pas de même nature que celle des policiers nationaux. Quand bien même on a constaté que certains policiers nationaux n'étaient pas suffisamment, ne bénéficiaient pas suffisamment de temps d'entraînement, sans que c'est de conséquences particulières. Mais voilà, il faut coordonner tout ça, il faut l'organiser, il faut une doctrine d'emploi pour qu'on soit prêt. Première chose. Deuxième chose, rappeler que la police municipale pourrait intervenir dans le cadre de flagrant délit, et être au service de la police judiciaire. Ça, on peut l'imaginer, ça nécessite une réforme législative. Je rappelle que nous l'avions proposé dans le texte mis au Sénat, mais que le Conseil constitutionnel nous a dit non, alors même qu'on avait placé la police municipale sous le contrôle du procureur de la République. C'est un technique, mais ça peut être intéressant de retravailler là-dessus. Mais une fois de plus, la police municipale, ça j'insiste là-dessus, parce que j'ai été maire et parce que les collègues le disent, elle n'est pas là pour être le supplétif de la police nationale. Ça, c'est pas possible. Chacun son travail. Mais ça ne veut pas dire que dans des circonstances particulières, on n'ait pas la possibilité de le faire. Et dernier point là-dessus, c'est que les émeutes se sont aussi calmées, si je puis dire, parce qu'on a fait intervenir le RAID, parce qu'on a fait intervenir la BRI, parce qu'on a fait intervenir les gendarmes, et notamment le GIGN, où ça a calmé un peu les choses.
Mais ça n'est pas leur métier premier que de faire du maintien de l'ordre. Ce n'est pas leur rôle. Mais c'est parce qu'ils sont intervenus que dans certains secteurs, ça s'est calmé. C'est dire le niveau de violence, d'ailleurs. Donc tout ça, on a besoin de cette doctrine d'emploi, de savoir où on marche et comment on fonctionne. D'abord, ça. Ensuite, ce que vous avez évoqué, je suis peut-être trop long, c'est le rôle, les mortiers d'artifice, on l'a évoqué, et puis les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, du coup, parce que vous dites qu'il faut un dispositif qui permette de reprendre en main la situation. Je vais être précis là-dessus. Lequel ? Là, c'est la proposition numéro 12. Alors, je vais être précis parce que quand on commence à dire on va essayer de bloquer les réseaux sociaux, tout le monde s'affole. Quand on dit bannissement numérique, et on change de régime politique. Alors non, l'idée est très précise. Et je vais vous lire cette proposition pour que tout le monde l'entende bien. Lorsque l'état d'urgence est déclaré en application de la loi du 3 avril 1955, il faut permettre au préfet de solliciter, soit pour une durée limitée, la désactivation de certaines fonctionnalités des applications de réseaux sociaux, notamment la géolocalisation ou le live, ceci étant indépendant de l'échange des communications écrites ou orales, on rappelle bien en contexte émeutier. C'est-à-dire vous pourrez continuer d'envoyer vos messages, continuer de téléphoner très bien, mais la diffusion de vidéos qui sont virales et qui finalement ont montré qu'elles créent un effet d'opportunité extrêmement fort, il faut pouvoir le contrôler. Donc cette mesure, elle est exceptionnelle. Elle doit rester d'ailleurs exceptionnelle. Mais elle est circonscrite, bien évidemment, il reste en déterminer parfaitement les conditions, mais ça peut être un outil utile. Parmi les autres réponses que vous attendez, parce que vous avez rappelé, un tiers était mineur sur les 50 000 émeutiers, Gabriel Attal doit faire des propositions dans les prochains jours, justement, sur cette délinquance des mineurs. Qu'est-ce que vous attendez ? Est-ce que la réponse doit être pénale ou est-ce qu'elle doit être autre ? Là, mais c'est une fois de plus, il y a nécessité d'avoir pour les magistrats un outil juridique beaucoup plus large, un panel de mesures possibles beaucoup plus large, c'est ce qu'on dit dans le rapport. Et c'est ce que je dis, en particulier sur des bracelets électroniques, sur des placements en centre d'éducation fermés rapides, pour pouvoir mettre fin à des situations. Donc il faut que les magistrats... Mais par exemple, sur l'excuse de minorité, aujourd'hui elle est la règle, est-ce que demain elle doit être l'exception ? Demain, elle peut évoluer éventuellement, mais je rappelle que les magistrats peuvent s'en départir dès lors qu'ils motivent les choses. Donc il faut élargir le panel des outils juridiques. Après, ne demandons pas aux magistrats une fois de plus, ce qu'on a demandé à l'école, c'est-à-dire de pallier l'éducation des parents, l'absence d'éducation des parents ou la capacité de ne pas gérer en amont la situation. On a un problème de fond à l'égard des mineurs, on a un problème d'éducation au sens large du terme, on a un problème de reprise de conscience de la responsabilité de chacun dans cette société, d'apprendre les choses. Je reviens sur le rapport qu'on a rendu sur l'éducation, sur l'école et en particulier la laïcité, où vous avez des professeurs qui nous ont dit qu'ils passaient 30% de leur temps à éduquer les enfants. C'est pas leur boulot, ils ne sont pas là pour ça. Eh bien, on a besoin de reprendre tout ça. Donc il y a un travail de fond de caractère social au sens général du terme, pas vraiment au sens premier du terme, qui doit être repris en main. Il y a urgence, c'est l'école, mais c'est la responsabilité des parents, ce sont les parents, et c'est d'une manière générale la société qui doit réaffirmer ses valeurs. Merci Mathias. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On parlera d'un autre rapport de la commission des lois, c'est sur la sécurité des JO. Ce sera à suivre évidemment dans le club. Très bon rapport des collègues. Une dernière question, François-Noël Buffet, puisque c'est cet après-midi que le Conseil constitutionnel va se prononcer sur le référendum demandé par les Républicains sur l'immigration. Est-ce que les Républicains ne font pas un coup politique avec une démarche qui finalement a peu de chances d'aboutir ? Faire un coup politique, en tous les cas, nous avons vécu une sanction du texte immigration qui a été... elle était ce qu'elle est, le Conseil constitutionnel a décidé ce qu'il voulait, mais on sent bien aujourd'hui, on le voit encore dans l'actualité, qu'en matière migratoire, on a besoin d'une politique qui soit cohérente et qui soit, je veux dire, complète et qui touche tous les domaines de l'immigration. Tant qu'on n'aura pas cela, on n'y arrivera pas. Et il y a urgence. L'idée, c'est de pouvoir dire que les Français peuvent être consultés en matière migratoire. Donc nous avons lancé cette procédure, nous verrons bien ce que va dire le Conseil constitutionnel. Vous pensez qu'il validera ? Juridiquement, je pense que ça a des chances d'aboutir. Après, je ne suis pas le Conseil constitutionnel, je respecte cette instance évidemment, mais nous avons besoin sur cette matière-là, je le redis éternellement, de sortir du dogme et de regarder la situation en face. Notre situation n'est pas bonne, ce qui a été voté dans le texte, c'est déjà une avancée importante, il faut bien le dire, mais c'est insuffisant tant qu'on n'a pas une stratégie globale
nous n'y arriverons pas. Ce que vous avez évoqué en début d'émission tout à l'heure sur le pacte asile européen, et la difficulté qu'il y a pour faire voter un texte qui traîne depuis 3 ou 4 ans quasiment devant le Parlement européen, et encore on pourrait discuter. Donc je pense que sur ce point comme sur d'autres, on a besoin de cohérence, de clarté, de fermeté, ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas être juste. Merci François-Noël Buffet. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Dans 20 minutes, dans le Club des Territoires, on parlera donc de cet autre rapport de la Commission des lois sur la sécurisation des Jeux Olympiques. Ce sera à suivre avec Agnès Canaille et la porte-parole du ministère de l'Intérieur, Camille Chaise. D'abord, on accueille notre invité Marine Tondelier, nous rejoint.